Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologie de la semaine. Première actualité de la semaine, c'est évidemment le fait que c'est la nouvelle année, nous sommes en 2024. Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que cette année 2024 va être remplie de bonnes cartes graphiques pas chères, de processeurs pas chers, très performants et d'autres pièces PC pas chères aussi et qui nous en donnent un maximum pour notre argent. En attendant, nous avons pas mal de news cette semaine-ci. Nous avons aussi évidemment le CES qui arrive très bientôt, donc ça c'est un petit peu la première news de la semaine, c'est que le CES, je vous rappelle, c'est début janvier, il y a beaucoup de choses qui sont présentées. Déjà, il y a des refreshs au niveau laptop souvent, nous avons des nouvelles TV et nous avons aussi certainement des nouvelles cartes graphiques parce que nous allons avoir plusieurs news là-dessus. En attendant, commençons tout de suite par les news de la semaine. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est une update par rapport à la news de la semaine dernière. C'était le fait que Apple, évidemment, avait perdu une décision de justice qui faisait que, basiquement, ils devraient arrêter la vente de leur Apple Watch Série 9 ainsi que les versions Ultra aux États-Unis à partir du 26 décembre. La date est passée, ils sont fait justement bannir, donc ils ne pouvaient plus vendre pendant, il me semble, 1 ou 2 jours. Et puis une décision de justice, parce qu'ils ont fait appel, leur permet à nouveau de revendre des smartwatches en attendant qu'une décision soit reprise par justement la Cour de justice. Donc ils peuvent à nouveau vendre, ce qui est seulement assez étonnant, mais ce n'est pas garanti que ça continue. Si l'appel mène à la même situation, ils ne pourront plus faire appel, et là, ils ne pourront plus vendre leur smartwatch à part s'ils les modifient. Donc je suppose que là, ils vont essayer de négocier évidemment avec la marque avec qui ils ont des problèmes, ou alors peut-être redesigner en partie leur smartwatch, mais ça sera assez compliqué. Donc à mon avis, ils vont juste écrire un bon gros chèque et puis juste laisser passer, parce que de toute façon, Apple a tellement d'argent qu'ils peuvent certainement se permettre de faire ça. C'est juste que peut-être que la marque en face demande un petit peu de trop. Ensuite, nous avons une news comme quoi Google traquait leurs utilisateurs en mode incognito. Énorme surprise, je le sais, le mode incognito évidemment est ultra sécurisé. Quand vous passez en mode incognito, c'est comme si vous n'existiez plus, c'est comme utiliser Tor VPN ou autre chose. Non, pas du tout. Je blague ici évidemment, on le savait très clairement que les utilisateurs étaient traqués. Mais déjà par les sites web, c'est pas parce que vous êtes en mode incognito que les sites web vont arrêter de vous traquer et continuent de le faire, même si les cookies ne sont pas forcément sauvegardés en mode incognito, ils peuvent toujours récupérer des données sur vous, ce que vous utilisez comme système, ce genre de choses. Donc ça on le savait déjà et Google a dit ça justement parce qu'ils sont fait attaquer en justice en Californie pour 5 milliards de dollars parce que justement ils étaient accusés de eux-mêmes, pas juste les sites web eux-mêmes, de traquer les utilisateurs. Donc ils ont dit justement que les sites web peuvent toujours traquer en mode incognito, c'est pas notre faute, mais il y avait des preuves, notamment des emails qui ont été leakés, énormément de mails qui sont leakés chez Google, qui prouvaient que Google faisait exprès de traquer les utilisateurs en mode incognito. Donc forcément, quand quelqu'un utilise le mode incognito, c'est certainement qu'il y a des informations très intéressantes à collecter de la part de Google et ça, ils veulent forcément les avoir pour vendre ou pour faire des pubs et tout ça. Donc ça, c'est vraiment pas étonnant. Donc ils ont accepté de payer, ils n'ont pas payé 5 milliards de dollars, je vous rassure ou je vous rassure pas. Les 5 milliards de dollars étaient trouvés par tout simplement, c'était calculé 5 000 dollars par utilisateur potentiellement affecté en Californie. Et du coup, ils ont accepté de payer pour moins de ça. On ne sait pas encore le montant. Ils ont juste décidé d'avoir un accord à l'amiable justement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais ça les ouvre évidemment à d'autres attaques en justice comme ça aux États-Unis. Parce que forcément, comme ils ont accepté de payer et qu'il y a des preuves, il y aurait certainement d'autres entreprises, ou même au niveau fédéral, quelque chose qui pourrait être fait aussi à ce niveau-là. Donc ça, on verra bien. Il y a aussi au niveau européen et même dans le reste du monde. Donc Google n'est certainement pas sorti d'affaire pour le moment, même s'ils ont accepté de juste payer pour, en tout cas, cette procédure. Et ma foi, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que oui, vous êtes toujours traqué quoi qu'il arrive. D'autres navigateurs vous respecteraient plus, notamment Firefox, où le code source est disponible, donc vous pouvez littéralement aller voir ce qu'il fait quand vous êtes en mode incognito. Après, encore une fois, ça ne bloque pas les sites web de vous traquer. Ça les empêche souvent d'enregistrer des cookies ou autres, mais ils peuvent toujours traquer certaines choses par rapport à vous. Donc, partez du principe que, quoi qu'il arrive, quand vous allez en ligne,
c'est une place publique et vous pouvez être traqué. Vraiment, c'est comme ça. Comme dans la vraie vie, il n'y a rien qui garantit que peut-être quelqu'un vous observe à distance ou autre chose, mais moi, c'est comme ça que je le vois sur Internet. C'est une place publique et c'est fort probable que je sois traqué. Même si je prends des prédispositions pour ne pas être traqué, rien ne garantit derrière. Et même chose avec vos informations. Si vous postez quelque chose en ligne, partez du principe que vous le postez sur le domaine public, même si c'est censé être sécurisé. Il y a une faille de sécurité ou autre chose quelque part qui pourrait faire en sorte que ces informations deviennent publiques. Donc, partez de ce principe-là et vous vivrez bien mieux. De toute façon, selon moi, on poste beaucoup trop de choses en ligne. Ça ne ferait pas de mal d'être un petit peu plus raisonnable des fois. Ensuite, en parlant de justement faille de sécurité, la faille de sécurité qui avait fait que Rockstar avait eu énormément de données volées, notamment le code source de GTA V, eh bien, a donné au fait que le code source a été mis en ligne. Donc, la personne qui avait justement, ou plutôt le groupe qui avait hacké Rockstar, espérait gagner de l'argent en vendant le code source de GTA V, mais à force, ils ont baissé le prix de plus en plus, personne n'a voulu acheter. Donc, ils ont finalement décidé de juste le mettre en ligne. Et il y a des choses plutôt intéressantes de ce code source, notamment le fait qu'il y avait beaucoup de DLC qui étaient prévus mais qui ne sont pas sortis. Une fin alternative qui était beaucoup plus apparemment triste, où beaucoup de choses assez horribles se passent. Personnellement, je n'ai pas fini GTA V, donc je ne sais pas trop la vraie fin de toute façon. Mais dans tous les cas, il y avait pas mal de contenu qui était potentiellement prévus, mais qui finalement ne sont pas sortis. Ce qui n'est pas du tout étonnant, en réalité. La plupart des jeux comme ça, surtout AAA, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues des fois, et puis qui se disent « Ah, on n'a pas le temps », ou « Ça ne correspond pas au jeu », on abandonne. Donc ne soyez pas étonnés là-dessus. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'ils ont perdu quelque chose parce que ces contenus n'ont pas été sortis, mais soyons honnêtes, la plupart des jeux AAA, encore une fois, vous avez des contenus qui ont certainement été en partie rajoutés et qui ne sont jamais sortis, donc ça arrivera toujours et ça continuera d'arriver toujours. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce vraiment utile que le code source soit sorti? Je ne crois pas, peut-être à part pour les modeurs, qui pourront faire plus facilement des mods pour GTA V, parce qu'ils pourront voir un peu mieux comment fonctionne le jeu en arrière-plan. Donc ça leur permettra certainement de faire des choses plus intéressantes au niveau modding. Ensuite, nous avons des news au niveau hardware avec notamment le fait que les RTX 4000 Super arriveront au niveau janvier. Et on a plus de confirmations. Alors ce sont des leaks, rien n'est confirmé, les specs peuvent toujours changer, mais on est assez proche de l'annonce, donc à mon avis, c'est proche de la réalité, mais prenez du principe que ça peut toujours changer. Et du coup, nous avons la confirmation sur ces Super. Nous aurons donc bien une 4080 Super, une 4070 Ti Super, ce qui est un nom sacrément à rallonge, une 4070 Super, et ce sera du coup les 3 cartes graphiques qui devraient arriver normalement en janvier. Elles ont différentes dates de sortie, des dates qui sont assez étonnantes. Visiblement, ce sera la 4070 Super qui arrivera en première, donc ça on verra bien. Et puis la 4080 Super arriverait plus tard. Et puis la 4070 Super, elle arriverait juste au milieu. On ne sait pas s'il y aura des modèles Founder Edition, donc ça faudra voir aussi. Et du coup, niveau spec, encore une fois, c'est des leaks, pas totalement confirmés. Celle qui a la plus grosse upgrade, je dirais, c'est la 4070 Ti Super. Elle passe de 7680 codes d'accord à 8400, ce qui est une bonne upgrade, franchement. Elle passe même à un GPU AD103, donc c'est le même GPU que la 4080. Donc oui, je vous rappelle que la 4070 Ti Super, la 4070 Ti en tout cas, était censée être la 4092 Go. Je vous rappelle que Nvidia voulait faire ça. Donc finalement, nous allons avoir une réelle 4092 Go en quelque sorte. Sauf qu'elle passera même à 16 Go en réalité. Et nous aurons aussi un bus mémoire de 256 bits. Ce qui fait que même si la mémoire n'est pas plus rapide, on a plus de bande passante forcément, il y a plus de puces. Et donc on passe à 672 GB à la seconde. Donc en gros, c'est une bonne upgrade. Plus de bande passante de mémoire, plus de RAM, plus de coups d'accord, c'est celle qui a la plus grosse upgrade. Si elle sort réellement au même prix que la 4070 Ti à l'heure actuelle, ça fera une bonne concurrence à la 7900 XT d'AMD qui est toujours pas très bonne au niveau prix et ça devrait faire baisser les prix justement à ce niveau-là. Donc ça, visiblement, plutôt intéressant. Je dirais que vu la différence de spec, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit minimum 10% plus performante, voire même jusqu'à 20% dans certains cas, surtout avec cette bande passante mémoire en plus.
La 4070 Super, elle aussi, a pas mal d'upgrades, surtout au niveau coup d'accord, on passe de 5800 à 7168, ce qui n'est pas très loin d'une 4070 Ti d'ailleurs. Elle devient même très proche en réalité. Elle a même la même quantité de RAM, même bus mémoire, même vitesse de mémoire techniquement. C'est juste qu'elle aura une fréquence un petit peu plus basse. Après, elle pourra booster certainement plus haut. Et puis, vous pouvez toujours overclocker. Donc, en réalité, ça ne m'étonnerait pas qu'elle se rapproche vraiment énormément des performances d'une 4070 Ti pour évidemment moins cher. Enfin, je l'espère. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore les prix. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils sortent ces versions super au même prix que les versions non super, et que du coup, ça pousse le marché des cartes graphiques vers le bas. Enfin, ça bouge tous les modèles vers le bas, et que ça permette plus de performance pour le même prix, mais aucune garantie. Et puis finalement, nous avons la 4080 Super, qui est selon moi un peu plus décevante au niveau spec. Alors il faudra voir si ça se confirme, mais elle passerait de 9728 coups d'accord à 10240. Donc c'est pas une énorme upgrade, on a toujours la même quantité de RAM, même GPU AD103. Donc pour ceux qui s'attendaient peut-être à ce que ça utilise le GPU de la 4090, mais largement castré, ce qui aurait pu être tout à fait possible selon moi, ben non, ce n'est pas le cas ici. On a juste une upgrade au niveau de la bande passante de mémoire parce qu'ils utilisent la GDDR6X ici qui atteint vraiment les limites de la GDDR6X avec 23 gigabits à la seconde. Donc ça donne une bande passante totale de 736 gigabytes seconde. Ce qui est une petite upgrade. Donc ne vous attendez pas non plus à une énorme différence. En réalité, ouais, selon les specs que je vois ici, c'est maximum. Dans la plupart des cas, vous verrez 5 à 10% de performance en plus. Si on regarde juste purement les specs, encore une fois, je vois mal la carte faire 15-20% de performance en plus qu'une 4080, c'est juste pas possible. Mais 5 à 10%, ça lui permettrait dans plus de cas de se placer devant ou au même niveau que la 7900 XTX, et c'est certainement ce que vise Nvidia ici. Ils ne veulent pas faire de mal aux ventes de 4090 parce que la 4090 est basiquement dans sa propre ligue, elle est plus performante que n'importe quoi, mais elle est aussi beaucoup plus chère que n'importe quoi. Donc ils ne veulent pas faire du mal à ces ventes-là, ça leur fait beaucoup d'argent, mais ils veulent quand même mettre un peu des bâtons dans les roues d'AMD en sortant une carte qui est plus proche de leur flagship actuel. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient choisi cette approche-là. Si elle sort au même prix que la 4080, ce sera toujours pas forcément le meilleur deal parce que la 7900 XTX coûte moins cher, et même s'il est au même niveau de performance ou même un peu moins performante, ça restera certainement pour beaucoup de gens un meilleur achat. Après évidemment ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre carte graphique, hein. Ça il faut toujours tenir compte. Le meilleur achat certainement ce sera 4070 Ti Super, parce que même pour ceux qui veulent justement l'utiliser dans le domaine professionnel, la quantité de RAM en plus, notamment les 16 Go de GDDR6X, et le fait qu'elle a une meilleure bande passante de mémoire et tout ça, ça devrait être une assez bonne carte pour le milieu professionnel sans devoir passer la 4080 qui coûte beaucoup plus cher. Donc ça, encore une fois, la 4070 Ti Super, elle est plutôt intéressante. Maintenant, il faudra voir si ça se confirme. On verra ça lors du CES 2024, du coup, je suppose. Ensuite, on a toujours des news au niveau carte graphique avec, évidemment, le fait que AMD aussi pourra annoncer une carte graphique lors du CES. Et ce serait la RX 7600 XT, une carte graphique qui peut-être est moins intéressante que les grosses cartes graphiques pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est la plus intéressante qui peut sortir parce que c'est une carte graphique milieu de gamme qui devrait coûter, en toute logique, 300 à 400 euros. Et qui devrait mieux compléter l'offre actuelle d'AMD et aussi donner l'alternative plus intéressante à la 4060 et les anciennes surtout cartes graphiques. Parce que c'est ça le problème à l'heure actuelle d'AMD et d'NVIDIA. Les anciennes cartes graphiques existent toujours, notamment la 6700 XT. Elle est tellement bonne pour le prix que c'est difficile de justifier de prendre une nouvelle carte graphique, surtout si vous voulez juste jouer à des jeux sans le ray tracing. Donc ici, cette 7600 XT utilisera le même GPU Navi 32 que ses grandes sœurs, mais la version non XL ici. On ne sait pas encore trop les specs, en réalité. On sait qu'elle pourra avoir 12 ou alors 10 Go de GDDR6. J'espère que ce sera 12, parce que ça voudrait dire aussi qu'elle aurait une bande passante, ou plutôt une largeur de bus de 192 bits, qui est très similaire à la 7700 XT, et aussi très similaire à la 6700 XT qu'elle remplacerait techniquement. Et du coup, ça nous donnerait un GPU, si elle a vraiment ces 12 Go et tout ça, qui devrait être intéressant pour beaucoup de gens. Encore une fois, on ne sait pas trop encore
le reste des specs, donc c'est difficile de se faire une idée. Ce sera certainement meilleur que la 7600 qui, selon moi, est juste assez mauvaise. La 7600, je vous rappelle, a juste une largeur de bus de 128 bits et seulement 8 Go de GDDR6, ce qui, dans certains cas, ne pose pas de problème, mais ça donne vraiment une carte qui peut très vite être limitée dans un futur proche, un petit peu comme les 3050 ainsi que les 4060 en réalité, où il suffit qu'un jeu utilise un peu trop de RAM et puis c'est fini. Et on sait très bien que les développeurs, des fois, surtout les grosses boîtes de développement, aiment bien couper les coins. Et bien souvent, c'est des jeux mal portés qui viennent de PlayStation 5 ou d'Xbox. Et sur Xbox ainsi que PlayStation 5, ils ont accès à plus de 8 Go de mémoire vidéo. Donc, des fois, ils ne réadaptent pas leur code. Et là, le jeu se retrouve avec une utilisation de 10 Go avec les paramètres même pas forcément ultra élevés. Donc, ouais, bref, dans tous les cas, j'espère que 10 Go ce sera déjà pas mal, mais 12 Go ce serait idéal. Si elle sort à, je sais pas moi, allez, un petit 330, 340 euros, voire 350 grand maximum, ce serait bien. La 7700 XT devrait baisser de prix. Enfin, c'est ce que devrait faire AMD selon moi. Il devrait la baisser clairement au début des 400 euros, au même prix qu'une 4060 Ti en fait. Et là, on aurait vraiment un marché intéressant. On aurait enfin un peu plus de concurrence et un peu plus d'options pour quelqu'un qui voudrait upgrade leur carte graphique. Parce que actuellement, encore une fois, si vous avez une RX 6000, une RTX 3000, forcément, vous ne devriez pas upgrade parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et si vous avez une RTX 2000 et une RX 5000, même là, encore une fois, c'est difficile des fois de justifier l'upgrade. Oui, vous aurez plus de performance, mais vous pourriez encore attendre un petit peu. Ensuite, nous avons des news comme quoi au niveau processeur, Intel va aussi sortir très prochainement les versions non K de ces Core Intel de 14e génération. Bon, je vous rappelle toutefois que c'est basiquement la même chose que la 13e génération. Mais bon, ça me fait pas de mal d'avoir un peu plus d'options, surtout que des fois, en réalité, Intel fait plus d'efforts pour ces processeurs-là parce qu'ils ont plus de marge pour faire des efforts. Le truc, c'est que le i9 14900K, il est à la limite de ce que peut faire Intel. Genre, ils ont déjà atteint 6 GHz. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus? À part rajouter plus de cœur, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Par contre, sur les i5, notamment 14400F, là, il y a un peu plus de choses à faire. Ils peuvent augmenter la fréquence de base, ce genre de choses. Donc, ça devrait être intéressant de voir ce qu'ils vont faire exactement. On a des specs supposés qui ne sont évidemment pas confirmés. Le plus intéressant, comme d'habitude, ce sera ce 14400F ainsi que le i3. Ils auraient justement la même configuration qu'on avait sur la 13e génération, donc ça c'est un petit peu dommage, notamment au niveau de l'i3, selon moi. On est toujours sur 6 cœurs haute performance plus 4 cœurs d'efficacité énergétique sur i5, et le i3 est toujours sur 4 performances et 0 efficacité énergétique. Et Intel, ce serait bien, pour moi le i3, il devrait mettre 6 cœurs haute performance et 0 cœur haute efficacité énergétique, et augmenter le nombre de cœurs haute efficacité énergétique du i5 ici. Parce que comme vous pouvez voir, les plus gros i5 ont plus de cœurs haute efficacité énergétique. Et Intel, vous avez beaucoup de concurrence, c'est pas le moment d'être un petit peu radin comme ça. Parce qu'à l'heure actuelle, je continue de conseiller aux gens de prendre le 12400F. Le 12400F est vraiment pas cher, il est en dessous des 200 euros, facile. Il est tellement bon, quoi. Et le 13400F, qui est techniquement meilleur, coûte trop cher. Il est à 230, 240 euros. Ça ne vaut pas la peine, en fait. Donc, si ce processeur se met au même prix, avec basiquement les mêmes specs, il n'y a rien d'intéressant. Il faut qu'il fasse un petit peu plus d'efforts, selon moi. Donc, on verra bien, mais ça semble se confirmer au niveau de ses specs, surtout que des listings ont été mis sur un site web de vente pour information en Espagne. Donc, ça semble être plutôt confirmé. Ensuite, on a une autre news au niveau hardware avec le fait que MSI va sortir une carte mère assez particulière. C'est une carte mère en B650, donc faite par AMD, qui supporte la norme ATX 12 volts. Et cette norme, pour information, était basiquement créée par Intel pour, en gros, permettre de seulement donner du 12 volts à la carte mère et la laisser gérer le 3,3 ainsi que le 5 volts. Donc l'alimentation ne fait que transformer en 12 volts et du coup ça simplifie les alimentations et aussi c'est censé améliorer l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez le savoir dans la vraie vie,
si on doit transporter l'électricité sur une très longue distance, bien souvent on utilise des voltages beaucoup plus hauts. Par exemple, votre maison reçoit du 230 volts et du coup, après vous le retransformez dans votre PC vers du 12 volts et tout ça. Et c'est dû tout simplement au fait que plus le voltage est haut, plus on peut transporter l'électricité efficacement, on a moins de pertes. Et dans le PC, le truc c'est que quand vous transformez ce 230 volts vers du 3,3 volts notamment, dans l'alimentation et que vous le faites passer par le long câble ATX 24 pins de la carte mère, il y a des pertes. Vous perdez de l'électricité. Et notamment encore plus sur le 5 volts, parce que le 5 volts est bien souvent très utilisé pour les disques durs, ce genre de choses. Donc, vous le transformez et puis vous le transportez sur un long câble jusqu'à la carte mère, jusqu'à votre disque dur SATA, parce que le SATA utilise du 5 volts. Ça fait beaucoup de pertes en fait. Donc, ici, le but, c'est de faire cette transformation sur la carte mère, là où, beaucoup plus proche de là où on va utiliser ces 3,3 volts et ces 5 volts. Comme il y a moins de distance, il y a moins de pertes et c'est plus efficace. Donc, voilà pourquoi ils veulent faire ça. Mais du coup, forcément, il y a des mais. La carte mère coûte plus cher, du coup. Forcément, il y a plus de hardware sur la carte mère pour transformer ce 12 volts en 5,5 volts et 3,3 volts. Aussi, bien souvent, vous allez dire, je vais acheter une alimentation de qualité. Comme ça, j'ai une alimentation de mon PC qui est de qualité derrière. Et votre alimentation peut durer 10 ans. Les cartes mères, les gens vont les changer plus souvent que ça, peut-être tous les 5 ans, voire même tous les 3 ans. Donc ça veut dire que le composant que vous allez changer plus souvent va coûter plus cher. Même si l'alimentation coûte moins cher et que ça s'équilibre, les gens changent moins leur alimentation. Et puis vous avez aussi le problème que si vous prenez une carte mère un peu cheap, ce que vous pouvez faire maintenant à l'heure actuelle, tant que vous êtes raisonnable, ça veut dire aussi que ce passage à 3,3 volts et 5 volts est plus cheap aussi. Donc, vous avez une très bonne alimentation 12 volts, mais après derrière, le 5 volts et le 3,3 volts est un peu parce que votre carte mère est un petit peu aussi. Donc, pour moi, il y a un peu trop de désavantages à l'heure actuelle. La proposition n'est juste pas intéressante pour le consommateur, même si c'est plus efficace, que ça amène à une réduction de la consommation électrique de votre PC et donc facture d'énergie. Donc techniquement, vous gagnez de l'argent, enfin vous perdez moins d'argent. Le truc, c'est que comme les gens vont changer plus souvent de carte mère, pour moi, ce que vous gagnez à un endroit, vous le perdez à un autre en fait. Donc je dirais que c'est très intéressant, franchement, mais pour la plupart des gens, non. Ensuite, nous avons des news au niveau laptop gaming parce que forcément, le CES arrive. Et lors du CES, il y a souvent des refreshs de laptop. Je dirais même que la plupart des laptops gaming et même Ultrabook et tout ça sont refresh lors du CES. L'année dernière, on avait eu pas mal d'upgrades. On avait les RTX 4000 mobiles. AMD avait sorti aussi quelques cartes graphiques mobiles, mais moins, ce qui est un petit peu dommage. Et nous avions eu aussi, évidemment, les nouveaux processeurs Ryzen 7000 mobiles, ainsi que la 13e génération Intel mobile, qui apportait certaines upgrades. Cette année-ci, on n'a rien. Genre, littéralement rien. Si vous regardez, on va passer à la 14e génération du coup. On a des leaks comme quoi il va y avoir un i9 14900 HX qui va être basiquement le même que la 13e génération. Et au niveau carte graphique, c'est la même chose. On a toujours les RTX 4000. On ne sait même pas s'il va y avoir des RTX 4000 Super mobiles. Peu probable, je ne sais pas trop. Il n'y a pas eu de leak ni rien, donc à mon avis, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que oui, vraiment, on va avoir des nouveaux laptops qui sortent, qui sont annoncés, qui sont basiquement les mêmes que l'année dernière. Alors, en réalité, c'est une bonne chose en partie. Si vous cherchez à acheter un ordinateur portable, ça veut dire que ceux de l'année dernière vont se retrouver en déstockage et vont perdre en prix, alors qu'ils sont basiquement les mêmes. Donc, vous pourrez acheter les ordinateurs de l'année dernière pour moins cher et toujours avoir le même niveau de performance. Mais ça veut dire aussi que le niveau de performance des laptops ne progresse pas cette année-ci. Donc, en quelque sorte, on gagne, mais on perd aussi. Bref, c'est vraiment décevant, selon moi, qu'on n'ait pas vraiment d'upgrade. Mais bon, c'est pas très étonnant non plus. Et du coup, vous avez d'autres news au niveau de ces laptops qui vont sortir. Parce que même Intel, évidemment, sort basiquement les mêmes processeurs. Mais AMD aussi sort basiquement les mêmes processeurs avec ici le ROG Zephyrus G14 qui va être update avec un Ryzen 9 8945HS qui est basiquement la même chose que le processeur de l'année dernière. Donc, yep.
pas d'énormes différences ici. Ça va être à peu près les mêmes performances. On va avoir encore une fois des RTX 4000. Les specs vont être basiquement les mêmes. Peut-être qu'ils vont introduire des nouveaux trucs qui pourraient être intéressants pour le consommateur, mais ça va être très similaire. Le G14, c'est toujours une très bonne offre pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, si c'est quelqu'un qui veut un petit ordinateur portable, transportable Windows avec beaucoup de puissance, il reste très intéressant. Mais là, peut-être que ça vous donnera la possibilité d'acheter, encore une fois, celui de l'année dernière pour moins cher. Ensuite, une petite news un petit peu random, mais que je trouve intéressante. Vous avez un Redditor qui a fait un PC full passif avec un 7700X ainsi qu'une 4060. Et comme vous pouvez voir, il utilise basiquement deux refroidissements de chez Noctua, c'est le NHP1, c'est des refroidissements passifs qui sont massifs et qui sont designés vraiment pour utiliser de manière passive. Notamment, vous pouvez voir que la distance entre les fins est beaucoup plus importante parce qu'il n'y a pas vraiment... C'est pas prévu d'utiliser forcément un ventilateur, donc il faut que la convection naturelle se fasse plus facilement. Et si vous avez des ailettes en aluminium beaucoup plus proches l'une de l'autre, ça empêche la convection. En tout cas, ça la ralentit. Vous avez aussi des trous qui permettent à l'air de vraiment rentrer et de pousser l'air chaud vers le haut. Donc c'est des très bons refroidissements passifs. En réalité, le design est très bon. Et du coup, c'est intéressant de voir quelqu'un arriver à faire un PC full passif et surtout avec une 4060. Bon, c'est pas la meilleure carte graphique au monde, mais c'est une carte graphique potable pour jouer à des jeux vidéo. Et un de ses gros avantages, il faut quand même le dire, c'est qu'elle consomme pas beaucoup. Donc ça permet de justement utiliser ce genre de refroidissement passif. Le PC a un format un peu bizarre, comme vous pouvez voir, dû au fait qu'évidemment, il devait mettre les deux refroidissements massifs. Il devait mettre la carte graphique de l'autre côté. Donc il a un design un peu comme on appelle en sandwich. Vous avez la carte mère d'un côté, la carte graphique de l'autre, ou plutôt la carte mère d'un côté, la carte graphique de l'autre. L'alimentation est juste perdue en bas ici. Il a un boîtier très libre, ce qui est normalement nécessaire justement pour faire ce genre de PC passif. Après, j'aime bien les boîtiers très ouverts. Le seul problème que vous avez avec, c'est que c'est l'électronique, tout ça. Si vous l'avez à côté de votre PC et que vous éternuez, vous allez envoyer des particules d'eau vers votre PC. Et quand vous avez au moins un boîtier, genre avec une vitre et tout ça, ça empêche la plupart des particules de passer. Et puis si vous avez une mèche, peut-être les particules vont se faire capturer dans la mèche. Donc ça empêche d'avoir des dégâts accidentels d'eau ou autre chose. Ici, non, vous éternuez à côté, vous étouffez en buvant un verre d'eau, ce qui peut arriver. Ça va passer dans le PC directement. Donc il n'y a pas de ventilateur, donc au moins ça n'approche pas ces particules près du PC. Mais moi, je ne serais pas tout à fait sûr de garder un truc ouvert comme ça. J'ai bien une table de bench ouverte, mais c'est une table de bench, donc j'utilise juste de temps en temps et je la mets à un endroit sûr. Ici, non, il l'utilise sur son bureau, donc c'est tout le temps à côté de lui, comme vous pouvez voir, c'est juste là. Pas convaincu. Moi, je ferais au moins un petit boîtier qui protège l'électronique, mais qui laisse les refroidissements apparents. Ça pourrait être classe en réalité. Imaginez une boîte qui couvre toute la partie électronique, mais vous avez toujours les deux refroidissements qui sont apparents et peut-être il y a un faux support qui passe ici. Il y a moyen de faire aussi un mode peut-être intéressant qui ressemble à quelque chose, peut-être steampunk ou autre. Ça pourrait être très intéressant. Après, c'est un look que je trouve sympathique, quoi qu'il arrive, l'électronique exposée comme ça. Mais encore une fois, oui, moi, ça ne me rassurerait pas. Et enfin, une petite dernière news qui change un petit peu de hardware, des PC, tout ça. Je voulais parler un petit peu porte-conteneurs, parce qu'en réalité, toute l'électronique que je parle dans ces vidéos, bien souvent, passe à un moment ou un autre dans un porte-conteneur qui nous apporte bien souvent de l'Asie vers l'Europe ou peu importe où vous êtes dans le monde. Et du coup, ici, la Chine pourrait faire un porte-conteneur nucléaire. C'est pas si étonnant que ça, au final, quand vous y pensez, parce que il existe déjà pas mal de bateaux nucléaires, notamment des porte-avions. Vous avez aussi beaucoup de sous-marins nucléaires. Il existait aussi des bateaux très spéciaux. Notamment la Russie avait un bateau avec un réacteur nucléaire dessus qui pouvait juste amener près d'une ville et l'alimenter en électricité s'il y avait un problème. C'était vraiment une centrale nucléaire sur bateau, quoi. Et c'est aussi logique parce que le bateau est dans l'eau, il y a pas mal d'eau pour refroidir justement ce réacteur. C'est pas si compliqué au niveau technologique. On sait le faire depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, quels sont les avantages d'un porte-conteneur nucléaire? Alors ici, ils ont montré un design d'un porte-conteneur qui serait le plus gros jamais designé jusqu'à maintenant, qui aurait 24 000 TEU. Les TEU, ce sont ces conteneurs qu'on a partout sur ces bateaux,
vous voyez souvent, qui est un format très standardisé. 24 000, donc, oui, 24 000 containers dessus, ça fait énormément de marchandises. Et donc, ce serait l'un des plus gros jamais faits jusqu'à maintenant, même si, en réalité, les porte-conteneurs à l'heure actuelle sont pas très loin de ça. Et il utiliserait un réacteur nucléaire. Et une chose très intéressante qu'il faut savoir avec les porte-conteneurs, c'est qu'ils sont devenus plus lents. Depuis quelques années maintenant, ça prend plus de temps d'amener quelque chose de l'Asie vers l'Europe parce que ces porte-conteneurs ont diminué en vitesse. Et la raison pour laquelle ils ont diminué en vitesse, c'est tout simplement économique. Si vous allez moins vite, vous économisez en fuel et du coup, vous économisez pas mal d'argent. C'est aussi un petit peu plus écologique, donc ma foi, ça rend les gens qui veulent rendre les porte-conteneurs plus écologiques contents aussi derrière, mais c'est surtout une raison économique. Parce que des fois, quand vous voulez juste aller 1 km/h plus vite, vous devez utiliser beaucoup plus de fuel. Il y a un moment où l'efficacité juste est perdue. Un petit peu comme les composants PC d'ailleurs. Certaines cartes graphiques, certains processeurs ont une très bonne efficacité à une fréquence, mais quand vous essayez d'aller plus haut, vous êtes obligé de donner beaucoup plus d'électricité pour juste avoir un petit peu plus. Donc là, c'est la même chose avec les porte-conteneurs. Ils ont diminué leur vitesse pour justement économiser en argent et être plus efficaces. Donc là, le truc, c'est qu'un porte-conteneur nucléaire a beaucoup de sens parce que vous pourriez juste aller beaucoup plus vite. Vous devez utiliser cette électricité de toute façon. Le réacteur l'a créé, donc autant l'utiliser et aller le plus vite possible. Donc là, on peut aller beaucoup plus vite que même les anciennes vitesses de ces porte-conteneurs et donc livrer les marchandises plus vite. Est-ce que ça va être fait? J'y crois pas trop personnellement. La raison principale en réalité, c'est que je pense déjà un porte-avions nucléaire ou même un sous-marin nucléaire, il y a beaucoup d'autorisations derrière pour qu'ils puissent s'arrimer à un port. Ils vont pas n'importe où. Ils vont à des ports très prédéfinis. Et s'ils doivent aller à un port ou même près d'un pays ou autre chose, il y a pas mal de négociations qui sont faites derrière. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'un possible désastre nucléaire juste à côté de chez soi. Donc là, imaginez, là c'est totalement différent. On ne parle pas de juste, quelques dizaines de porte-avions nucléaires qui existent dans le monde, qui sont en circulation. Ici, on parle d'avoir une flotte de ces porte-conteneurs nucléaires qui passent en permanence à côté d'énormes centres urbains ou qui vont dans des énormes ports où un accident pourrait arriver. On a vu récemment avec un porte-conteneur qui a bloqué le canal de Suez. Qu'est-ce qui arrive si c'est un porte-nucléaire nucléaire et qu'il n'arrive pas à refroidir son réacteur correctement? Ouais, je pense que la plupart des gens ne seraient pas rassurés. Pour moi, le nucléaire offre une très bonne solution pour fournir énormément d'électricité, surtout de manière plus écologique. Oui, il y a les déchets nucléaires, mais au moins les déchets nucléaires, vous savez qu'ils sont là, vous pouvez les contrôler. Le CO2, ça part juste dans l'atmosphère et puis bye bye. Donc, je vois l'intérêt dans une centrale nucléaire, justement, où tout est contrôlé, tout est designé correctement. Mais un porte-conteneur, ça rajoute beaucoup plus de variables. Et surtout, je pense que la plupart des gens ne seraient pas rassurés qu'un porte-conteneur designé en Chine, avec un réacteur nucléaire dessus, vienne à côté de leur ville. Donc, rien que pour ça, je ne verrais très mal qu'ils y arriveraient. Ça serait un casse-tête pas possible au niveau autorisation et tout. Et puis, il y a le problème économique. Est-ce réellement économique? Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu des porte-avions nucléaires. Les porte-avions nucléaires, ils s'en foutent. Ils s'en fichent littéralement que ce soit économique. Le but d'avoir un réacteur nucléaire dans un porte-avions, c'est que le porte-avions peut fonctionner pendant des mois, des années, sans devoir passer à un port. Ils peuvent juste amener de la nourriture pour le personnel, et puis c'est bon. Donc, il n'y a pas besoin de remplir de fuel très souvent. Genre, le fuel nucléaire que vous avez, ce qu'ils utilisent comme fuel au niveau nucléaire dans ces porte-avions nucléaires dure très longtemps. Donc ça, c'est l'avantage militaire. Pour un bateau comme ça, c'est un avantage, clairement. Mais on ne sait pas combien coûte ce fuel. Est-ce que ce serait vraiment économiquement viable de le faire? Pas garanti. Il y a beaucoup de choses à faire pour rendre un bateau sûr au niveau nucléaire, justement. Vous avez toute une protection derrière, tout le système de refroidissement et tout ça. Vous rajoutez beaucoup de complexité à un bateau, donc ça augmente le prix du bateau et aussi les coûts d'opération. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.